nous, les organisatrices. Super. Donc Laetitia, je te laisse commencer. Alors donc moi je suis Laetitia, donc je suis enseignante en sciences de la vie de la Terre en lycée à Manosque, donc dans le joli département des Alpes de Haute-Provence. Alors auparavant j'étais chercheuse en écologie et mes travaux portaient sur la dynamique des populations de grands carnivores comme le lynx et le loup. Et c'est dans un laboratoire du CNRS à Montpellier que j'ai eu l'honneur de faire la connaissance de Charlotte. Donc, bonjour à tous, moi je suis Charlotte Francesia. Aujourd'hui je suis chercheuse en écologie à l'Office français de la biodiversité et je travaille sur les oiseaux migrateurs. Et l'an dernier, j'ai rejoint une formation qui s'appelle Homeward Bound, qui vise à promouvoir les femmes scientifiques engagées pour la défense de notre planète. Et c'est là que j'ai rencontré Reina. Bonjour, je suis Reina, chercheuse en physique des particules et je travaille pour le CNRS maintenant. Super. Ok. Donc, vas-y, pardon. Voilà, du coup, on va peut-être vous présenter un peu le contexte dans lequel en fait on a monté ces conférences. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi on a monté des conférences scientifiques et du coup, quel est l'intérêt de parler de science tous ensemble? Mais parce que la science, en fait, elle touche à tout ce qui nous entoure. C'est nous, notre relation au monde, notre relation aux autres et à notre société. C'est la base sur laquelle en fait doivent se reposer la plupart de nos réflexions et surtout de nos décisions pour notre monde de demain. Donc, dans le contexte de crise sanitaire exceptionnelle, il est encore plus urgent de parler de science. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on présente uniquement des conférencières femmes? Parce que les femmes sont en fait sous-représentées dans les domaines scientifiques, mais aussi dans les postes décisionnaires. Du coup, notre petit pas à nous, c'était de mettre en place les conférences Gaïa auxquelles vous participez aujourd'hui, qui souhaitent mettre en avant ces femmes scientifiques et leur travail. Et en effet, la voix des femmes en sciences, elle se doit d'être plus entendue et plus valorisée. Et on espère aussi qu'il y a des jeunes femmes, des jeunes petites scientifiques. On a par exemple beaucoup de lycéennes aujourd'hui qui pourront s'identifier à elles et peut-être se lancer dans des carrières scientifiques. Donc, dans ces conférences, on va parler de plusieurs thématiques actuelles, pandémie, problèmes sociétaux, changements climatiques, etc., dans des cycles différents. Et comme vous l'avez vu, si vous avez vu le programme sur notre site, le premier cycle, il est autour du Covid. Donc, on a 5 visioconférences qui sont chaque jeudi à 18h jusqu'à fin juin. Au passage, on tient à remercier nos associations marraines qui soutiennent cette démarche, donc Phytos, Femmes et Sciences et Femmes d'aujourd'hui. Du point de vue pratique, j'imagine que vous vous demandez comment ça va se dérouler la conférence. Donc, on va commencer avec la présentation de Delphine, qui durera plus ou moins 15-20 minutes. Et après, on va continuer avec une phase de questions et réponses pendant 30 minutes, plus ou moins. Donc, on vous invite à nous transmettre les questions au fur et à mesure dans le chat que vous avez là en bas. Et donc, normalement, nous, on prendra en note les questions que vous avez écrites et on les transmettra à la conférencière à la fin de sa présentation. Et je tiens à spécifier qu'aujourd'hui, nous accueillons des spectateurs un peu particuliers puisque nous avons certains élèves de terminale et de première SP, notamment du lycée de Manosque. Et du coup, je vous invite en tant qu'élève à poser vos questions. Et l'avantage de le faire par écrit, c'est que vous vous mettez très peu en danger. Donc, vraiment, n'hésitez pas, allez-y. Et donc aujourd'hui, pour cette conférence-là, on accueille Delphine Muriot. Delphine, est-ce que tu peux faire un petit coucou pour que les gens t'identifient? Donc, toutes ces personnes connectées, 85 personnes. Merci Delphine. Donc, Delphine, elle est directrice de recherche à l'Institut de recherche en infectiologie de Montpellier. Et depuis sa thèse, elle a étudié les virus sous toutes leurs formes. Elle a conduit de nombreuses recherches sur 2 virus qui sont très connus du grand public, la grippe et le HIV-1, donc le virus du sida. Et en plein milieu de cette pandémie mondiale, elle est sollicitée pour travailler sur le Covid-19. Ces recherches qui sont fondamentales, elles aident forcément aussi à mieux comprendre le fonctionnement de ces virus qui nous affectent, nous les humains. Et donc, ces recherches, elles peuvent participer à de nouvelles solutions diagnostiques et thérapeutiques pour traiter ces maladies. Donc, merci beaucoup Delphine d'avoir accepté de rejoindre le cycle de conférence Gaïa. Et on va te laisser la parole à présent. Donc, merci
Charlotte, merci Laetitia et merci Réna. Vous m'entendez bien? Oui. Okay. Donc, vraiment, c'est un honneur pour moi d'avoir accepté cette invitation. D'abord, je voulais souligner vraiment la beauté de ce projet que vous organisez et aussi du choix des conférences, pas que la mienne, que vous avez choisi. Je trouve que ce cycle de conférences est vraiment très, très, très intéressant et passionnant. Et je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez de parler aujourd'hui de mon monde qui tourne beaucoup autour du monde des virus. Est-ce que vous voyez mes diapos? Pas encore, non. Je partage l'écran. Ouais. Hop. Super, ça arrive. Vous voyez là? Parfait, on voit. Merci. Ok, donc j'ai fait des petits diapos pour guider cette interview, mais en fait, vous pouvez m'interrompre, poser des questions à tout moment. Voilà. Attention Delphine, parfois je pense que ton micro doit bouger. En tout cas, on entend moins bien parfois. Je sais pas. Là, est-ce que tu entends bien? C'est parfait, merci. Donc, je vais me rapprocher du micro. Donc, comme l'a dit Charlotte, je travaille au CNRS et puis je vous ai fait une petite trajectoire de mon parcours pour que vous compreniez, disons, le monde qui m'anime. Donc, ici, vous pouvez voir que j'ai été formée à l'Université Pierre-Marie Curie à Paris et au départ en biochimie, en biologie moléculaire, ce qui me laissait le choix de pouvoir faire par la suite ce que je voulais en biologie. Mais j'ai été vraiment fascinée par les virus à peu près au niveau du master. Et en fait, ça ne m'a jamais quittée. Je me demandais comment ces toutes petites choses d'environ une centaine de nanomètres en moyenne pouvaient bouleverser tout un organisme. Donc, comme j'ai passé ma thèse dans la fin des années 90 et que la découverte du sida était au niveau des années 1983-85, ça faisait seulement 10 ans et on peut dire que les hôpitaux étaient remplis encore dans les services d'infectiologie des gens qui mouraient du sida. D'ailleurs, à cette époque-là, j'ai visité les hôpitaux, ça m'a assez marqué, profondément marqué. Et du coup, j'avais besoin, on va dire, de travailler sur les virus qui affectaient l'humain. J'étais moins enclin aux virus qui attaquent les plantes ou les animaux. Il a fallu que je fasse un choix. J'ai donc choisi HIV au départ. Et pendant ma thèse, a d'ailleurs été découvert par les laboratoires de recherche français et internationaux, les inhibiteurs de protéase. Et qui ont permis d'ailleurs de vider les lits des hôpitaux de moitié à l'époque en la trithérapie. Les thérapies à plusieurs drogues en combinatoire ont permis que les malades du sida vivent et que les séropositifs puissent vivre au moins pendant 14 ans et vivent mieux avec cette maladie qui aujourd'hui, depuis quelques années, est déclarée maladie chronique. Donc, j'ai travaillé sur HIV et avec une formation plus de biochimiste. Donc, pour mon postdoc, je suis partie 6 ans aux États-Unis et j'ai voulu vraiment apprendre la virologie. La virologie par les vieux virologues généticiens qui devaient m'apprendre des trucs que je ne connaissais pas encore. Donc, j'étais très passionnée. J'ai largué mon appart, ma vie, tout. Je suis partie là-bas avec une valise, deux, je ne sais plus. Et je suis restée là-bas 6 ans. J'ai vraiment adoré cette période. J'ai appris beaucoup. J'ai rencontré les plus grands rétrovirologues dont je voyais les publis, les gros livres. Et franchement, je ne regrette rien. Ensuite, je suis revenue en France pour des raisons aussi familiales parce que les États-Unis, c'est un peu loin de sa famille. Et je suis revenue. Donc, j'ai beaucoup appris sur les rétrovirus en général, murins, humains, aviaires. Et je suis revenue en France, et en France, on avait plus cette culture de les virus humains. Donc, je suis revenue à l'ENS, à l'École normale supérieure à Lyon, où j'ai eu mon poste de chercheuse, et j'ai continué à travailler sur le virus HIV. Et ensuite, quand il y a eu la pandémie en 2009, eh ben, j'ai réussi, grâce à Bruno Lina, que vous connaissez sûrement, que vous voyez souvent à la télé en ce moment,
qui m'a confié des vecteurs qu'avait construit Manuel Rosa, qui travaille beaucoup avec lui aujourd'hui aussi sur le Covid et toujours sur les virus de la grippe, le virus de la pandémie 2009. Et moi, ma particularité, c'est de travailler sur les assemblages de virus. Donc, j'étudie plutôt comment le virus s'assemble, comment il forme une particule. Donc, j'ai travaillé là-dessus, j'ai continué à travailler. J'ai eu une opportunité de venir à Montpellier et de m'associer à un biophysicien parce que l'autre aspect qui m'intéressait beaucoup, c'est l'imagerie des virus. Comment on peut arriver à voir ces virus qui sont tout petits. Si vous regardez une cellule au microscope, elle fait plusieurs micromètres, mais un virus, ça fait 100 nanomètres. On ne peut pas le voir. Donc, j'ai aidé aussi beaucoup à développer des outils pour pouvoir voir ces virus de toutes les couleurs et aussi par différentes techniques de microscopie. Et donc, j'ai fait ça à Montpellier, où j'ai créé mon équipe en 2012. Et ensuite, en 2017, j'ai eu la chance, on m'a confié la responsabilité d'une plateforme d'infectiologie où la mission était, voilà, avec tout ce que je savais sur les virus et la microscopie et les façons d'étudier les virus au nanomètre, comment je pouvais essayer de marquer ces virus pour les étudier par microscopie. Et afin d'en faire des outils de criblage des antiviraux, de criblage des anticorps. Donc, j'ai commencé à développer des modèles pour HIV, pour la grippe, pour les arbovirus, en particulier le virus de la dengue, Zika, etc. Et puis, février 2020, le Covid qui passe de la Chine à la France, enfin à l'Italie, en passant par l'Italie, et à la France, dans l'est de la France. Et là, je demande au Sénat, je dis, est-ce que vous pensez quand même, ma fonction serait de travailler, de développer des outils de criblage d'anticorps ou de molécules sur le Covid-2. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai sollicité mon équipe, que je remercie infiniment, parce qu'elle a été très volontaire. J'ai eu à peu près 60% de mon équipe qui, du jour au lendemain, alors qu'on était en confinement, a voulu revenir au laboratoire pour travailler H24 pour monter tous ces criblages qui aujourd'hui sont fonctionnels et nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre et de mieux connaître ce virus en tout cas. Donc, un virus, c'est quoi ? J'ai voulu vous montrer une petite diapositive toute simple où on voit que les virus, c'est un assemblage de protéines avec un acide nucléique et parfois une enveloppe lipidique. Donc, on va avoir des virus nus et des virus enveloppés. Tous les virus dont je vous ai parlé, HIV, le virus du sida, le virus de la grippe ou le coronavirus, sont des virus enveloppés. C'est-à-dire qu'ils sont protégés d'une couche lipidique comme un sac dans lequel est conservé le virus qui va avoir un matériel génétique qui, dès qu'il va infecter son hôte, va pouvoir se multiplier en de milliers de particules. Et donc, c'est ce qui est fascinant, c'est que ces petits virus, il y en a dans toutes les espèces, il y en a des multitudes, comme vous pouvez voir là, dans la classification. Vous voyez les virus nus qui peuvent être de formes géométriques différentes, les virus enveloppés, donc vous reconnaissez ici les rétrovirus, les coronavirus, les filovirus, ils s'appellent philo parce qu'ils sont en forme de fil. La grippe aussi, parfois. Delphine, je me permets de vous couper légèrement. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher légèrement de votre micro parce que plusieurs se disent que le son oscille. Donc, voilà, parfait. Voilà, je crois que c'est parce qu'on est nombreux sur la plateforme Zoom. Hein. Mais quand vous êtes prêts, on vous entend super bien. Alors, je vais essayer de ne pas m'éloigner. Voilà. Donc, vous voyez ici ce que je disais, les virus nus, les virus enveloppés avec différentes formes, différentes tailles. Mais en moyenne, tous ces virus, là, ici, comme le rétrovirus, corona ou le virus de la grippe, c'est des virus plus ou moins sphériques avec une couronne d'enveloppe. Le virus HIV, il a un corps icosaédral très typique.
Donc, on le reconnaît assez. Et le virus corona, très typique aussi, puisqu'il a une couronne de protéines. C'est pour ça qu'on l'appelle corona. Et donc, tous ces virus que vous voyez ici ont en moyenne une taille de 100 nanomètres, donc tout petit. Et donc, s'ils sont sur une surface comme ça, ils restent là, inertes, et dès qu'ils peuvent rencontrer un autre, ils se multiplient. Et donc, ils nous utilisent comme usine à production de virus. Donc, le corona, puisqu'on en parle tous les jours, je vous rappelle que c'est une immense famille de virus quand même qui, pour la plupart, normalement, sont bénins. Mais en 2003, comme vous le savez, il y a eu le SRAS. En 2012, le MERS. Donc, le SRAS est resté, on va dire, confiné à l'Asie, à la Chine en particulier. Mais le MERS, lui, était plutôt dans les pays arabiques. Et alors que le SARS-CoV-2 2020, lui, est devenu une pandémie mondiale. Donc, on est quand même face aujourd'hui, je voudrais dire, à une augmentation, parce que vous voyez, entre 2003 et 2012, il y a 9 ans, 2012-2020, 8 ans, on commence à réduire ce temps d'émergence associé à des épidémies mortelles. Le virus de la grippe, tous les ans, revient, comme vous le savez. Et les virus comme le virus de la grippe… Excusez-moi, est-ce que vous pourriez vous rapprocher du micro parce que ça recommence à osciller? Merci. J'ai dit, et les virus comme le virus de la grippe ont été très mortels, comme le virus de la grippe espagnole. Donc, on fait face quand même à une réémergence, je dirais, de ces virus dans la population, qui fait que je pense que dû à l'augmentation de la population, dû à l'augmentation de la pollution sur la planète, le monde des virus ne va pas disparaître et l'émergence de virus due à ces épidémies ne peut qu'augmenter malheureusement. C'est pourquoi je pense que la mobilisation des chercheurs en virologie dont je fais partie est très importante. Elle se mobilise aujourd'hui, mais elle se mobilisera demain pour essayer de prévoir des traitements spécifiques, mais peut-être moins spécifiques, qui pourraient être à spectre large pour targeter toute une famille de virus et aussi aider à faire des vaccins. Alors, on m'a demandé de parler un peu de la réplication de ces virus. Donc là, j'ai pris quelques images qui ont été prises très récemment donc par mes collaborateurs à Lyon, le laboratoire Virpat de Bruno Lina et de Manuel Rosa, où vous voyez les cellules ciliées avec ces paquets de virus que l'on peut bien imaginer être comme ça dans nos poumons lorsqu'on en est infecté, qui nous gênent terriblement pour respirer. Vous voyez ici une autre photo coloriée de photos de microscopie électronique des coronavirus. Et là, vous voyez une photo que j'ai prise moi-même avec Sébastien au semi-paille. C'est le virus corona vivant que l'on a déposé sur une petite lame et qu'on a regardé par microscopie à force atomique. Donc, on peut voir sa rondeur avec le corps viral ici au centre et puis les spikes qui font 22 nanomètres. Donc, on a bien confirmé également qu'on avait affaire à un coronavirus. Donc, le coronavirus, quand il se multiplie, comme HIV ou comme la grippe, il va souvent, tout ce type de virus ont une protéine d'enveloppe ici. Donc, on voit la couronne ici, là. La membrane lipidique ici, vous voyez ici schématisé, et à l'intérieur, le complexe ribonucléoprotéique fait de protéines et d'acides nucléiques qui va permettre sa multiplication quand il va infecter la cellule. Donc, la protéine d'enveloppe va reconnaître le récepteur et le co-récepteur, et puis il va y avoir fusion, vous voyez, endocytose de ce virus, fusion, et il va libérer son matériel génétique qui va permettre, il va complètement hijacker la cellule, tout le matériel de la cellule, pour fermer des nouveaux virions. Alors au départ, on avait pensé que les drogues anti-HIV, c'est pour ça que moi, le coronavirus m'intéresse, parce que tout de suite, on essaie de faire un parallèle avec des virus qu'on connaît, comme le virus
HIV, la grippe. Et on a essayé d'inhiber ce virus avec des drogues anti-HIV. Alors, ça n'a pas tellement marché. Moi-même, j'ai fait des screenings de drogue, des inhibiteurs de protéase d'HIV sur ce virus et on voit en fait que on est au-delà du 10 micromolaires et ensuite l'association du virus et de la drogue est toxique. Donc, les drogues anti-HIV sont moyennement efficaces. Le remdesivir ici, vous voyez là, donc lui, il va attaquer la polymérase du virus, c'est-à-dire l'enzyme qui permet la réplication du matériel génétique. Et ce remdesivir est la molécule qui, dans nos mains, était la plus active au laboratoire. Plusieurs équipes dans le monde ont vérifié cela. Donc ça, c'est confirmé et ça a été d'ailleurs testé en phase clinique 3 contre le Covid-2 chez les humains. C'est rentré dans les phases cliniques. Et je crois que son efficacité est pas idéale, mais peut être utilisée à un certain stade de l'infection du virus. Ensuite, toute la machinerie de réplication se met en marche. Le virus utilise des compartiments de la cellule pour se multiplier. Il crée une invasion cellulaire afin de produire des nouvelles particules virales qui vont être relarguées dans le milieu extracellulaire, comme vous voyez ici sur les cellules ciliées. Vous voyez, il va être produit en masse et il va pouvoir se propager. Alors, comment il se propage? Alors, ça, c'est comment les étudier. Donc là, je vous ai mis des photos du laboratoire P3. Donc, comme c'est un virus qui présente un risque grave pour la personne et un risque modéré, donc avec une infection d'un R0 qui est à peu près égal à 2,53, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes infecté, vous infectez 3 personnes. Eh bien, quand il n'y a pas de traitement, on travaille dans un laboratoire confiné de niveau 3. Et donc, pour travailler, vous voyez ici un de mes étudiants, on doit porter une blouse, un masque, des lunettes, double, triple paire de gants. On travaille sous des hôtes à flux laminaires pour être dans des conditions stériles et de protection et dans un laboratoire dépressurisé qui empêche le virus de ressortir. Donc, les conditions sont tout à fait remarquables et tout à fait protectrices. Par contre, moi, je suis beaucoup plus protégée dans mon laboratoire que vous n'êtes dans le… Je n'arrive pas à passer mes diapos. Ah, excusez-moi. Problème là. Parce que lorsque vous êtes infecté par le virus, donc je vous ai montré les cellules ciliées avec plein de virus, et lorsque vous allez éternuer ou tousser, vous allez expulser le virus par toutes ces micro-gouttelettes contenues dans un éternuement, par exemple. Donc, le virus est absolument protégé dans ces gouttelettes, qui sont des aérosols respiratoires et qui vont se déposer sur les surfaces. Alors, je peux vous donner une indication qui, j'espère, ne vous fera pas peur, qui est que moi, nous avons purifié au laboratoire le virus et lorsque ce virus se dépose sur une surface, il peut rester des heures tout à fait infectieux. Vous le mettez au frigo à 4 degrés pendant une semaine, il reste infectieux, au même titre viral que lorsqu'il a été propulsé par éternuement. Donc, c'est un virus qui est plutôt collant sur les surfaces. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une personne est infectée par le virus, elle prend le train ou elle va au travail et retourne à la maison,
la probabilité d'avoir une infection de tous ces gens qu'elle a rencontrés au cours de la journée est évidemment potentiellement élevée. C'est pourquoi il y a eu des études récemment publiées dans Science qui étaient très intéressantes et qui proposaient, et ça a été fait en particulier, je crois, dans des pays asiatiques, d'immédiatement indiquer lorsque l'on a des signes positifs de Covid et d'envoyer un signal via son téléphone portable pour immédiatement répertorier les gens qu'on a rencontrés dans la journée et les informer qu'il y a un risque potentiel d'infection. Et si on crée à ce moment-là un confinement, eh bien, on réduirait énormément l'infection au cours du temps. Alors, je n'arrive pas à passer les diapos, je suis désolée. Pas de souci, Delphine, hein. C'est les aléas du direct, il n'y a pas de problème. Désolée, ça marche toujours d'habitude. Il n'y a pas de problème. Ouais, et après, je voudrais quand même finir sur les femmes scientifiques et sur Madame Françoise Barré-Sinoussi, que je connais personnellement et qui m'a inspirée tout au long de ma carrière. Et dont je suis ravie qu'elle ait obtenu le prix Nobel de médecine en 2008 pour la découverte du virus HIV1. Et quand c'est raconté de ses propres paroles, c'est très émouvant. Et je vais vous faire un petit clin d'œil quand même, parce que la première observation du coronavirus, c'était dans les années 65. Et ça avait été possible grâce à la mise au point d'une technique qui permettait d'observer le virus avec des anticorps couplés à la microscopie électronique. Et ça avait été grâce à une femme, Janet June Ameda, qui avait fait ses recherches au Canada, qui était écossaise d'origine. Et c'est vrai que l'imagerie nanophotonique ou nanométrique est toujours souvent associée au virus, parce que c'est la seule méthode, c'est les seules méthodes que l'on a pour essayer de les voir et de les comprendre, et de les caractériser. Voilà, je vous remercie. Je préférerais avoir des questions parce que là, j'ai plus... Merci beaucoup, Delphine. Oui, alors du coup, les questions, on en a eu pas mal hein, dans le chat. D'accord. Alors, il y a des questions d'abord sur les caractéristiques du virus. Donc, il y en a qui sont techniques. Hein. D'accord. Moi, j'essaie de Non, mais je pense qu'il y a des élèves de SVT qui ont bien révisé ou des gens qui avaient bien révisé le sujet avant. Il y a une personne qui demande quel est le type de lipide dans l'enveloppe du coronavirus. Qui c'est qui m'a posé ça? C'est quelqu'un que je connais, c'est pas possible. Je rigole parce qu'en fait, ce qui m'intéresse dans mon équipe de recherche, c'est justement l'enveloppe lipidique. C'est de savoir comment ces virus ségrègent les lipides. Pourquoi? C'est moi, Evelyne Nakache. J'ai été enseignante à Paris 6 en biologie et biochimie dans les années 80-90. Ah, et je ne vous ai pas eu comme prof? Voilà, c'est ce que je me demandais. Peut-être, c'est possible, hein, franchement. En TD, parce qu'à l'époque, j'étais maître de conf. Donc, c'était au bâtiment F à Curie et au deuxième étage avec l'ensemble des gens en biochimie. C'est intéressant de voir que… Ah ben ouais, parce que je me souviens d'une femme qui donnait des cours sur glycolipides, lipides à Paris 6, mais je ne sais pas si c'était vous, je ne me rappelle pas son nom. Moi, c'était plutôt TDTP. Ah ben possible aussi, hein. Oui. Et alors, ouais, ok. Donc en fait, en tout cas pour le virus d'HIV, on s'est spécialisé là-dedans aussi pour le virus de la grippe et on avait regardé aussi un virus murin et on regarde les virus, les lipides qui sélectionnent. Donc en fait, ces virus-là, comme ils bourgeonnent la membrane plasmique des cellules ici, on a cherché plutôt des lipides spécifiques de la membrane plasmique et on les a trouvés. Hein. Donc c'est le PI4-5P2, l'APS et un peu de cholestérol. Ça, c'est pour les rétrovirus.
Alors évidemment, maintenant, moi, ça m'intéresse d'aller voir si le SARS-CoV-2, comme il est censé s'assembler ici sur la membrane qui dérive du réticulum endoplasmique et du Golgi, je vais plutôt aller chercher d'autres types de phospholipides, plutôt PI4P ou P3P. Mais voilà, je fais une demande de grant pour essayer d'étudier ça. J'attends la réponse. D'accord. Mais c'est ce qu'on aimerait faire, bien sûr. Et je fais ça aussi sur des modèles in vitro, c'est-à-dire essayer de reconstituer cette partie-là in vitro sur des membranes artificielles et purifier certaines protéines du COV2 dont je sais qu'elles sont importantes pour l'assemblage. Et en reconstituant un modèle d'assemblage in vitro du virus, on peut essayer d'identifier les lipides. Ouais. D'accord. Et ce sont des… Voilà, je vais quand même parler… voilà. Ce sont des phospholipides forcément ou ce sont uniquement des… Non, c'est parce que les phospholipides, généralement, signent la membrane, sont enrichis dans la membrane en biologie cellulaire, ils sont enrichis dans la membrane d'intérêt. Donc, le PI4-5P2, il est enrichi à membrane plasmique parce qu'il y a une enzyme qui synthétise à cet endroit. Et dans le Golgi et le réticulum, c'est d'autres phospholipides parce que les enzymes enrichissent à cet endroit-là pour synthétiser ces phospholipides-là. Mais ça peut être d'autres lipides, hein. On regardera d'autres lipides. Mais quand c'est des lipides communs à toutes les membranes, on n'arrive pas à voir la spécificité. D'accord. Alors, on va enchaîner. Ça peut pas être des lipides simples du style en C16 ou C12. On va essayer d'enchaîner. Alors, je réponds juste à celle-là. En fait, si, il y aura forcément de la phosphatidylcholine, de la phosphatidylsérine, mais après, on peut essayer de regarder dans quelle proportion. D'accord, merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, toujours dans les caractéristiques, on a une question sur les protéines de surface, en disant les autres virus semblent avoir des protéines de surface comme voilà, des protéines de surface comme sur tous les autres virus. Qu'est-ce qui différencie réellement la couronne des coronavirus des autres virus? Alors, je crois que le spike est plus long. C'est-à-dire, on les voit aussi hein, sur la grippe, là, dans les photos que je vous ai montrées. Mais là, il avait été décrit par microscopie électronique que le spike était à peu près de 24 nanomètres. Donc, nous, on a pris le virus vivant parce que la microscopie à force atomique, nous, contrairement à la microscopie électronique, ici, là au-dessus, nous permet de regarder le virus vivant. Et on a pu voir les spikes, hein, donc quand ils sont ouverts, là, et des fois, ils sont un peu courbés ou repliés. Et on a mesuré, ils font 22 nanomètres. Ils sont grands. Donc, ça crée un effet couronne et ils sont nombreux. Par exemple, l'HIV, il a une protéine d'enveloppe qui a une certaine taille aussi. Hein, tous les virus enveloppés fonctionnent à peu près de la même façon, mais peut-être l'enveloppe n'est-elle pas aussi grande et il n'y en a pas autant. Par exemple, un rétrovirus de singe aura vraiment énormément de protéines d'enveloppe à sa surface, alors que le virus HIV, on n'a pas beaucoup. Il y a une grande mobilité des enveloppes, des protéines d'enveloppe HIV sur la membrane de ces virus, alors que là, ce que je vois sur le corona, c'est qu'il y en a énormément. Énormément. Donc, c'est comme s'il couvrait et qu'on ne pourrait presque pas atteindre la couche lipidique. Ce n'est pas le cas d'HIV, par exemple. Donc, ils avaient l'impression, enfin, à l'époque où ils avaient fait ces premières photos, qu'il y avait une couronne de protéines. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé corona. Et ensuite, on a une autre question un peu reliée toujours à la structure. Comment la membrane agit en faveur du virus? Car si j'ai bien compris, pour contaminer les cellules, le virus a besoin que ces protéines soient accessibles. Exactement. Alors, en fait, donc, je dis, là, il a une couche de protéines d'enveloppe, d'accord, structurale, qui va aider à reconnaître le récepteur ici et le corécepteur, qui va permettre la fusion membranaire, donc de la couche lipidique ici, qui va fusionner avec la couche lipidique de la cellule. Et donc, le matériel génétique va pouvoir s'extraire. Je ne sais pas si… C'était quoi la question exactement? Comment est-ce qu'il y avait liaison comment est-ce que le virus arrivait à contaminer les cellules? Parce que du coup, ces protéines, elles doivent être accessibles. Mais je pense que la question, c'était plus, vu qu'elle est entourée d'une enveloppe, comment les protéines du virus accèdent aux récepteurs membranaires de la cellule à infecter?
pense que Non, mais là, la couronne ici, elle est très accessible, la couronne là. La couronne de protéines récepteurs, de protéines d'enveloppe, elle est très accessible. Et elle va reconnaître le récepteur sur la cellule. Et cette combinaison-là, protéines d'enveloppe, récepteur, corécepteur, va induire la fusion ici de la membrane lipidique, ce qui va pouvoir laisser sortir le corps viral, qui lui est fait de protéines de nucléocapsides et d'ARN. Un très grand ARN d'ailleurs. Du coup, c'est un mécanisme qui est vu pour tous les virus enveloppés. Il y a une fusion entre la membrane de la cellule hôte et la membrane du virus. Ok. Charlotte? Avec le micro, c'est mieux. Du coup, on a des questions sur la transmission aussi. Deux questions, notamment comment pouvons-nous trouver le patient zéro? Et ensuite, c'est des questions sur la mémoire immunitaire du Covid-19. Est-ce qu'il y a une mémoire immunitaire pour ce Covid-là? Alors, la mémoire immunitaire, je traduis, ça voudrait dire est-ce qu'on est protégé une fois qu'on a été infecté? Oui. Alors, il y a quelques mois, on ne pouvait pas répondre à cette question. Mais là, je pense qu'il y a pas mal d'articles en particulier qui ont été… Il y a un article d'une étude qui a été faite à Strasbourg et puis aux États-Unis où on a clairement vu que lorsque l'on est infecté par ce virus, on va produire des anticorps qui, eux, sont protecteurs. D'accord? Maintenant, la question, c'est combien de temps nos anticorps que l'on va sécréter quand on est infecté va nous protéger. Est-ce qu'on va être protégé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an? Ça, je pense qu'on ne sait pas. À l'heure actuelle, on sait qu'on est au minimum protégé pendant 1 mois, puisque les études ont été faites sur des gens qui avaient après 1 mois d'infection. Donc, on sait qu'ils sont protégés pendant au moins 1 mois. Maintenant, est-ce qu'ils sont protégés pendant 1 an? Est-ce que si on a une deuxième infection l'année prochaine, ils vont être protégés? Combien de temps il va y avoir de persistance de ces anticorps neutralisants dans le corps humain? Je ne sais pas. Mais c'est très encourageant. Ce que je veux dire, c'est très encourageant. Nous-mêmes, on fait en ce moment, on regarde si on a une collaboration avec le CHU de Montpellier pour regarder si le personnel soignant du CHU de Montpellier est protégé après avoir été infecté par le corona, parce qu'ils ont nombre d'entre eux ont été infectés, vraiment beaucoup du personnel soignant. Et en fait, on voit qu'ils sont protégés. Quand ils ont été infectés, 1 mois plus tard, ils sont protégés. Il y a une protection. C'est-à-dire que les anticorps qu'ils ont produits sont capables de protéger contre l'infection du virus quand on regarde l'infection in vitro. Et la première question, c'était quoi? C'était sur comment on trouve le patient zéro. Alors, ça, je ne sais pas. En fait, regardez, sur ce petit schéma, ouais, ça, c'est compliqué. Sur ce petit schéma-là, on voit que la personne, au départ, elle est asymptomatique, puisque c'est à peu près le temps minimum, c'est-à-dire qu'on est infecté, le temps minimum, c'est 5 jours. Donc déjà, pendant 5 jours, vous allez au supermarché, chez vous, au boulot, bref, et vous prenez les transports en commun et tout. Et donc, le potentiel, là, vous voyez, une personne, chez elle, elle infecte son mari, après, elle va dans le tram, elle infecte 3 personnes, elle va au boulot, elle infecte 4 personnes, potentiellement 2 de plus, et elle revient chez elle. Donc là, potentiellement, on a une infection d'une dizaine de personnes. C'est énorme. Pour retrouver le R0, il faudrait remonter tout à l'envers. Donc, c'est vraiment très difficile de remonter au R0. On peut savoir d'où ça vient. Par exemple, on a vu que la Lombardie avait été… Donc, c'était forcément quelqu'un qui était revenu, je pense, de Chine, qui était en Lombardie. Enfin, voilà. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que par l'augmentation des foyers d'infection à travers le monde, on sait que ça vient de Chine. On sait que ça vient de Wuhan. Moi, personnellement, j'adore l'hypothèse zoonotique, c'est-à-dire que en Chine, dans le marché aux animaux,
les gens sont très proches des animaux, on va passer la barrière du virus animal vers l'homme, comme c'est connu pour les coronas, comme c'est connu pour la grippe. Et voilà, il suffit d'une personne infectée et après, ça se transmet. Et justement, dans la même thématique de transmission, est-ce que vous avez déjà noté des mutations du virus entre la souche trouvée par exemple à Wuhan et du coup le long de sa migration jusqu'en Europe? Ben, je n'ai pas encore la réponse, dans quelques mois peut-être. Nous, au laboratoire, on a la souche de Wuhan qui nous vient de l'Institut Pasteur, donc qui a été amplifiée à l'Institut Pasteur par Cyril van der Werf et qui nous a été donnée par l'Institut Pasteur. Et on a aussi la souche du CHU de Montpellier qui nous a été donnée par Moncef Ben-Tiran, qui l'avait amplifiée d'un patient du CHU de Montpellier. Est-ce que ces deux souches sont différentes? Nous, on voit qu'in vitro, elles ont quelques propriétés différentes. Donc, j'aimerais regarder s'il y a des mutations. On n'a pas encore séquencé. Il y a plusieurs laboratoires, je pense, qui ont la même démarche sur, je pense, regarder, je ne sais pas, le virus en Italie, le virus aux États-Unis, le virus en France, et voir au cours de la progression et de la transmission de ce virus, quelles sont les mutations. C'est une question très intéressante. Hein. Je ne sais pas, on verra. À suivre. On a aussi des questions sur, alors une personne qui pose la question, j'ai cru comprendre qu'un lien était établi entre virus et pollution, entre l'émergence de ces virus et la pollution. Quels sont les liens connus? Et il y aurait le même type de questions sur les personnes qui fument, donc le tabac, le lien entre aussi le tabac et le virus. Alors moi, après, ça n'engage que moi. Ce que je pense, c'est-à-dire que je ne suis pas la seule à le penser non plus, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on va être 9 milliards sur Terre, les populations grandissantes, croissantes, énormes dans les mégapoles, dans les villes, avec la pollution due aux industries ou aux voitures, au transport, qui fait que notre système respiratoire est constamment attaqué, donc fragilisé, donc les virus en profitent. C'est-à-dire que je pense que l'accroissement de population dans les villes, avec l'augmentation de la population, va fragiliser le système respiratoire humain, va rendre l'être humain plus fragile face au virus. Virus respiratoire, j'entends. Franchement, je pense que oui, qu'il y a un lien. C'est pas direct, je veux dire, c'est juste le fait que ça fragilise notre système respiratoire, donc on va être plus sensible aux infections. Ça va fragiliser notre système immunitaire aussi. Donc, vigilance. Essayons de penser à la planète. Et, je sais pas, d'essayer de faire plus du vélo. Ouais. Alors après, on a une question sur sur quelles sont les cellules cibles du SARS-CoV-2 qui sont Alors, je l'ai dit, oui, je l'ai dit vite fait. Donc, c'est le système respiratoire. Donc, tous les systèmes, le nom vient en anglais, les systèmes épithéliales des poumons, des bronches. Et après, on a aussi, il a été aussi rapporté, mais moi, j'étudie pas ça, que ça infecte les cellules de l'intestin, enfin, du digestif, du système digestif. Et il y a pas mal de patients, même moi, j'ai interrogé des gens qui avaient été infectés. Ils ont beaucoup rapporté qu'ils avaient mal au ventre. Donc, ils toussaient, pas forcément, qu'ils avaient mal à la tête et mal au ventre. Donc, nous, on regarde les cellules du système respiratoire et aussi, on va aller chercher comment ça affecte les cellules du cerveau. Parce que ce virus peut passer la barrière céphalique. Donc, peut-être il y a aussi quelque chose à chercher dans le système neuronal.
Alors, ensuite, il y a des questions sur le fait que là, il a l'air d'avoir un petit stop, on va dire, dans la transmission du virus. Est-ce que ça, c'est dû aux chaleurs hivernales qui arrivent, chaleur estivale, pardon, qui arrivent? Et puis, est-ce que vous pensez qu'il y aura une deuxième vague? Alors, moi, je pense que le fait que nous ayons été confinés, la population française, on a été confinés pendant à peu près 2 mois, c'était le bon choix. On a peut-être été confinés un peu tard par rapport à la courbe et par rapport à ce qui s'était passé en Italie. On aurait peut-être dû être confinés un peu plus tôt. Mais le déconfinement s'est bien passé. Et 15 jours plus tard, après le déconfinement, c'est aujourd'hui, on n'a pas de réémergence. On est d'accord. Les chiffres que nous donne le gouvernement français ne montrent pas de réémergence. Du coup, je dirais plutôt non. Je ne pense pas qu'il va y avoir de deuxième vague. Voilà. Et ensuite, surtout s'il y a des anticorps qui protègent les gens qui ont déjà été infectés. C'est-à-dire que dans une dynamique de population infectée par un virus, on est d'autant plus protégé qu'il y a un nombre assez important d'individus qui est infecté, puisqu'ils sont protégés. Du coup, on va diminuer la probabilité d'avoir une deuxième vague et je pense qu'on est dans ce cas-là. Après, voilà, je ne suis pas experte. Et ensuite, savoir s'il y aura une deuxième vague l'année prochaine, je ne sais pas. Alors, pour rebondir sur la question de la chaleur estivale, au début du confinement, on avait des questions sur la persistance du virus sur certains supports comme les barres de métro. Et là, maintenant, on arrive sur des supports un peu plus estivaux. On a une question. Donc, y a-t-il possibilité de transmission du virus via le sable? Et concernant la persistance dans l'environnement, que pensez-vous des plages dynamiques, c'est-à-dire interdiction de se poser sur sa serviette? Est-ce que pour vous, c'est adapté? Et combien de temps ça peut durer sur du sable? Personnellement, non. Je pense que ce n'est pas adapté. Surtout pour les plages, parce que, en fait, au laboratoire, ce que j'ai fait, qui n'est pas publié hein, encore, c'est qu'on a testé la résistance de ce virus à différentes températures. Donc, 30 minutes à 50 degrés, le virus il résiste pas. Donc, si vous avez une plage en plein cagnard toute la journée, je ne pense pas que le virus résiste. Parce qu'en fait, ces virus-là, ils ont une enveloppe lipidique. Donc, c'est comme l'histoire, si vous mettez du beurre dans une assiette sur une plage, il va fondre. Ouais. Je suis plutôt dans cette hypothèse-là. C'est-à-dire que c'est un virus qui ne résiste pas à la chaleur. Pas bien à la chaleur. En tous les cas, à haute température, il ne résiste pas bien. Par contre, on l'a mis, comme je vous ai dit, à 4 degrés, à température ambiante et tout. Donc, 20 degrés ou 4 degrés, il résiste assez longtemps. Donc, sur du métal froid, si ce n'est pas du métal à base d'argent ou de cuivre, qui eux sont plutôt des virucides, le virus ou sur le plastique ou sur les vêtements, ouais, le virus peut rester, surtout s'il fait froid. Il se conserve bien au froid, ben voilà. Ne mettez pas, ne croyez pas qu'en le mettant au frigo, ça va le tuer. Ça ne va pas le tuer au frigo, ça va le conserver. Toujours comme le beurre, hein, finalement. Toujours comme le beurre. Maintenant, sur la plage à 40 degrés. Du coup, on a une question, on va rentrer un peu dans le sujet qui fera peut-être débat, mais on entend parler, on voit sur Internet des articles sur la construction du virus en laboratoire. Est-ce que ce serait possible, ce genre de scénario? Non. J'y crois pas une minute, hein. Mais après, ça n'engage que moi. Ça me fait même plutôt rire parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau virus, on nous sort la même histoire. On l'avait déjà sorti pour HIV. Hein. Ça veut dire que c'était sorti d'un laboratoire new-yorkais, je sais pas quoi. Non, mais non, je crois pas. En fait, ça discrédite beaucoup notre recherche. Ça nous discrédite en tant que virologue. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Ce virus a été séquencé. La phylogénie a été très bien faite. Elle correspond tout à fait à la famille des virus, des coronavirus qui proviennent des chauves-souris.
comme beaucoup de virus. Franchement, je ne crois pas du tout. C'est une zoonose, nous sommes constamment, nous les animaux, les êtres humains et les animaux, sujets à des infections qui vont passer ou pas la barrière de transmission d'un individu à l'autre, d'un animal à l'homme. Et la biologie, c'est comme ça. Les virus qui sortent des laboratoires tout faits, non, je ne crois pas du tout. Ok, alors après, on a une question sur les résus sanguins, parce qu'on a vu passer des articles là-dessus. Est-ce qu'il y a un potentiel de résistance plus important selon son résus sanguin? J'ai aucune idée. Franchement, là, je ne me suis pas intéressée à ça. Okay. Je ne vois pas pourquoi, mais non, je n'ai pas lu d'article là-dessus. Alors ensuite, on en a une autre. Pourquoi certaines zones du monde sont-elles plus touchées que d'autres? Alors, c'est vrai que quand on regarde, c'est dommage, je ne l'ai pas mis, quand on regarde la carte mondiale interactive des spots de virus dans le temps, on a l'impression que l'on a une bande d'infection qui est une latitude, si on regarde la Chine, l'Europe, les États-Unis, qu'à la même latitude. C'est vrai, ça nous a tous frappés. Alors, il y a deux solutions. Soit, effectivement, il se reproduit mieux à une certaine latitude, des températures modérées, on est d'accord. Parce que si vous allez un peu plus en haut, ça va être des températures très, très, très froides et plus bas, très, très chaudes. Donc, c'est possible que ce virus ne se développe que mieux dans des zones tempérées. C'est possible. Ou alors, on n'a pas toutes les statistiques de ces pays-là. On est d'accord, on a des statistiques sur beaucoup des pays qui ont fait les diagnostics, ou qui ont compté le nombre de malades, qui ont fait de l'épidémiologie. Enfin, voilà, je ne sais pas. Mais c'est vrai que si on regarde les cartes interactives d'infection, on a l'impression que c'est sur la bande des zones tempérées. Alors après, une question qui fait écho justement à un article qui est paru dans La Recherche suite à une interview de Anne Goffard, qui était virologue au CHU de Lille. Est-ce qu'une personne immunisée porteuse encore du virus est-elle encore contagieuse? Vous voulez dire, cette personne a été infectée, elle est protégée. Immunisée, et est-ce qu'elle est capable de transmettre de nouveau le virus? Parce qu'ils se sont rendus compte, en fait que malgré le fait qu'ils soient immunisés, ils étaient encore porteurs du virus. Donc, est-ce qu'ils sont capables de le transmettre à d'autres et de contaminer d'autres personnes qui ne seraient pas immunisées? Alors, moi je ne suis pas médecin, donc je vais vous faire une réponse de virologue. Parfait. De virologiste, pardon, pas de virologue, de virologiste. C'est-à-dire, le virus va être infectieux qu'à une certaine dose, on est d'accord? Un virus comporte généralement ce genre de virus, c'est valable pour HIV aussi. En moyenne, pour HIV, en moyenne, c'est une particule infectieuse pour 1000 à 10 000 particules produites. D'accord? Donc, si l'individu ne produit que 100 particules, il ne va pas être infectieux, il ne va pas être considéré infectieux. S'il commence à multiplier beaucoup le virus et à avoir des millions de particules, on va augmenter la probabilité d'infecter quelqu'un. Donc, ça serait de savoir quelle est la charge virale de cet individu par rapport à quelqu'un qui n'a pas été immunisé une première fois. Et ça, je ne sais pas répondre à ça. D'accord. Je ne sais même pas si les médecins peuvent répondre à ça. Non, le temps passe. Ça serait plutôt dans ce sens-là. C'est peut-être que cet individu va apporter moins de virus qu'un autre, donc il va être moins infectieux qu'un autre. Et pour le corona, nous, on a commencé à mesurer, et je pense que c'est du même ordre. C'est une particule sur 10 000 à peu près ou 1000 qui serait infectieuse. Peut-être qu'on va arrêter les questions là. Alors, je sais qu'il y a plein de questions pour lesquelles il n'y a pas encore eu de réponse. On est désolé, l'heure passe vite aussi.
On a juste deux petites questions en plus, juste pour savoir, est-ce qu'il est possible d'utiliser les images du coronavirus qui ont été diffusées dans la présentation, qui ont été obtenues par microscopie, pour l'utiliser dans un cadre pédagogique? Est-ce que c'est possible de les utiliser ou où est-ce qu'on peut trouver ces images, si jamais? Oui, non, l'image que nous on a pris, celle-là, elle est pas, je sais pas, non, on peut pas la trouver que chez moi, je pense. Mais les deux autres que j'ai prises là, attendez, je les ai prises du web, hein. D'accord. Celle-là, là, elle est sur le site de l'INSERM. Celle qui a été prise par Virpat à Lyon, elle est sur le site de l'INSERM, celle-là. Et celle-là, je pense qu'elle est, elle doit être sur Wikipédia, celle-là. Elle a été prise celle en vert. Okay. NID, mais je pense que celle-là, elle est prise sur Wikipédia. Celle-là, elle est sur le site de l'INSERM. Vous allez sur le site de l'INSERM, vous tapez Covid-19. Celle-là, celle que j'ai faite, là, non, elle n'est pas publiée, celle-là. Ok. Peut-être, et il y a aussi une question sur les liens tout public sur l'histoire de mémoire immunitaire ou des choses comme ça. Peut-être que nous, on pourra échanger, Delphine, s'il y a 2-3 liens, à la fois pour les images et puis pour des articles qui pourraient être intéressants, pour que nous, on puisse envoyer à tous ceux qui sont présents là, d'envoyer quelques liens ou articles intéressants. Ouais, après moi, c'est que des articles scientifiques purs et durs. Hein. Okay. Après, ça pourra aussi intéresser certains. J'ai pas beaucoup lu d'articles de vulgarisation, en fait. J'ai surtout lu des articles purs et durs de scientifiques. Et je peux en envoyer quelques-uns. Ok, et puis les liens peut-être vers les images qui sont, elles, utilisables. Nous, on fera la transmission à tout le monde. Oui, bien sûr. Super, merci. Et la dernière question pour clore, avant qu'on se dise tous au revoir, mais un vaccin est-il possible? Je pense que oui, hein, franchement. C'est juste une question de temps. Un vaccin, c'est au moins 18 mois. Je pense que les gens de Pasteur et Sanofi, et puis les Américains, ils travaillent, et les Allemands peut-être aussi, travaillent en concertation pour faire un vaccin. C'est vraiment au niveau mondial que ça se passe, hein, la contingence. Moi, je ne suis pas dans ce type de recherche, mais oui, je pense qu'un vaccin est possible. C'est une question de temps. Voilà, c'est une question de temps. Il faut vérifier l'immunisation chez les animaux. C'est assez long. Oui. Donc, en tout cas, il y a plein de gens qui marquent dans le chat qui seraient très intéressés par une sélection d'articles, même pur et dur. Donc, on regardera. D'accord, je vais faire un tri. Vous voyez à tout le monde, pas de problème. Merci beaucoup, Delphine. Là, on arrive à la fin de l'heure. Merci vraiment d'avoir accepté l'invitation à cette web conférence Gaïa. C'est un vrai plaisir et surtout que je trouve que c'est vraiment Gaïa, c'est une belle une association. Est-ce que c'est une association? C'est une société en fait. Alors, pour l'instant, c'est un collectif. Un collectif. Voilà. C'est une belle association collective. Je soutiens Gaïa. Merci. Et merci à tous pour votre présence du coup aujourd'hui et pour votre question. On est désolé si on n'a pas pu faire passer toutes les questions, mais on est obligé de le faire à chaque fois en temps limité. Et merci aussi aux associations qui nous soutiennent. Donc on a Phytons, Femmes et Sciences et Femmes d'aujourd'hui aussi. Oui, je voudrais vraiment faire un gros coucou à Femmes et Sciences et à May Maurice pour tout ce qu'elle fait aussi sur Montpellier, pour le soutien aux femmes scientifiques. Voilà, on va continuer ces actions et bravo. Oui, donc nous, on est vraiment super heureuses d'être soutenues par des associations comme ça, d'avoir des personnes comme toi, Delphine, qui vient parler comme ça à presque 100 personnes aujourd'hui. Donc, c'est impressionnant. Merci à tous d'être là, d'être si nombreux. On espère vous voir pour les prochaines conférences. C'est tous les jeudis à 18h. Donc, parlez-en autour de vous. Et puis, on se retrouve jeudi prochain avec Geneviève Zoya et Fanny Gallo, pardon. Donc, toujours à 18h pour parler des défis sociaux dans cette pandémie Covid-19. Donc, merci à tous encore. Bravo Delphine. Et puis, à très, très bientôt tout le monde. Au revoir. Je peux vous faire même un petit au revoir si vous voulez avec la caméra. Au revoir. Merci beaucoup.
À la prochaine, Maria. À la prochaine, tout le monde. Merci, merci.